Bonsoir et bienvenue. Dans les titres, l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi va ouvrir ses portes avant la fin de cette année 2024. Annonce du ministre de la Santé hier lors de sa descente sur le chantier presque achevé du centre hospitalier international de Calavi. Benjamin Rumpati évoque une réception provisoire du CHIC dans les tout prochains jours. À suivre en ouverture, le point de la visite du site de construction, bien sûr. Des adolescents et jeunes préparés à la résilience et aux approches de solutions contre la crise du climat dans le monde. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, les outils au sujet des effets néfastes des changements climatiques. L'atelier de validation du rapport sur l'analyse du paysage s'est tenu hier à Cotonou. En agriculture, des producteurs d'Uzu expérimentent les palans mis à leur disposition par la Société nationale de mécanisation agricole, Sonama. Dans la commune de Djidja, ils ont été formés et entraînés à l'utilisation de ces outils pour l'essouchage de leurs champs avec le concours du partenaire GJS Lab, une action menée dans la droite ligne du projet Tracteur pour tous. Sur ces images maintenant, le ministre de la Santé a visité hier le site de construction du centre hospitalier international de Calavi. 4 ans après le lancement du chantier, professeur Benjamin Rumpati constate l'achèvement des travaux de construction de cet hôpital de référence érigé sur un site de 16 hectares. L'inauguration officielle est dans quelques mois. À la fin de la visite, le ministre de la Santé était face aux hommes des médias pour un point de presse. L'autorité a rappelé les raisons qui ont poussé à penser à un tel projet d'envergure et également il a relevé les différentes spécialités médicales qui se trouvent dans cet hôpital de référence sous-régional. Benjamin Rumpati au micro de Ouliat Sanoussi. Le centre hospitalier international de Calavi, qui était jadis un chantier, comme vous pouvez le constater, est devenu un hôpital, là maintenant. Les travaux sont terminés et nous espérons la réception provisoire à la fin de ce mois de juin 2024. Je ne saurais vous cacher ma satisfaction personnelle, celle de toute l'équipe qui a travaillé derrière, et je suis convaincu, celle du chef de l'État qui a partagé sa vision pour le système de santé de notre pays, pour ce défi relevé 4 années après le premier coup de pioche de lancement des travaux auxquels vous avez tous été témoins. Le CHIC est là et il ouvrira ses portes très bientôt pour le bonheur des patients du Bénin, mais également pour le bonheur de ceux qui viendront de notre sous-région. C'est le lieu également pour moi de rappeler le contexte dans lequel la construction, l'équipement et bientôt la mise en service de ce centre a été décidée. En 2016, au lendemain de sa prise de fonction, le président Patrice Talon, conscient de la situation du système de santé de notre pays, a instruit son gouvernement au fin de réaliser l'audit de tous les hôpitaux du Bénin. La commission mandatée à cet effet avait rapporté que les infrastructures médico-techniques de nos hôpitaux dits de référence ne répondaient pas aux normes attendues pour une prise en charge optimale de nos concitoyens. Elle suggéra alors la construction d'un hôpital de référence avec des équipements médico-techniques de haut niveau qui soient capables de prendre en charge les pathologies les plus complexes qui soient. C'est ainsi que le projet du CHIC a germé. Le CHIC, pour le présenter, est le plus grand hôpital du Bénin et sans doute, sans aucun doute, l'un des plus grands et les mieux équipés de la sous-région. On y compte 436 lits répartis dans 18 spécialités qui sont à leur tour regroupés en 8 pôles, notamment le pôle urgence-réanimation, un pôle cardio-métabolisme pour tout ce qui concerne la cardiologie interventionnelle conventionnelle,
la réanimation cardiaque également, un pôle d'oncologie, notamment d'oncologie gynécologique, un pôle digestif et médico-chirurgical, un pôle locomoteur et neurochirurgical, un pôle cardiovasculaire et thoracique, un pôle néphrologique pour tout ce qui concerne la néphrologie, l'urologie, et un pôle tête-cou. Comme vous avez pu le constater, le volet mère-enfant n'est pas contenu dans le CHIC et sera adressé d'une manière spécifique par le gouvernement. Au cours de ces discussions avec les professionnels des médias, le ministre de la Santé a annoncé l'ouverture prochaine du centre hospitalier international de Calavi. Il a abordé aussi le recrutement du personnel de santé devant y officier. Le CHIC recevra son premier patient cette année. Nous envisageons en effet son ouverture au cours du 4e trimestre de l'année 2024. D'ores et déjà, nous avons entamé le processus de recrutement du personnel administratif, technique et soignant qui fera vivre cet hôpital. Que dit ce joyau? C'est le lieu pour moi d'exprimer encore une fois ma satisfaction pour l'intérêt que les cadres béninois, aussi bien ceux résidant au Bénin que ceux de la diaspora et d'autres au niveau international qui ont manifesté leur intérêt en réponse à l'appel à candidature lancé le 27 mai 2024. Au terme de cette première vague de recrutement, une deuxième vague de recrutement sera lancée avant la fin du mois de septembre 2024. En effet, imaginez que pour animer cet hôpital, il faut 1 millier de ressources humaines. 1 millier de ressources humaines, aussi bien administratifs, techniques que du personnel soignant spécifique. Je ne saurais terminer mes propos liminaires sans souligner que le CHIC est un hôpital public qui sera ouvert à tous les patients qui se trouveraient dans le besoin de recevoir des soins de santé. Toutefois, il s'agit d'un hôpital de référence qui ne prendra en charge a priori que les pathologies pour lesquelles les hôpitaux de niveau de référence inférieur n'ont pas la capacité d'apporter les réponses les plus adaptées. C'est vous dire que l'accès au CHIC sera bien structuré et bien organisé. Toujours dans le monde médical, retenez que le fondateur de la clinique universitaire de gynécologie obstétrique, professeur Euseb Ali Honou, s'est éteint cette semaine même à l'âge de 86 ans. L'homme est considéré comme l'un des pionniers de la médecine au Bénin. L'annonce de son décès a suscité des réactions dans le rang de ses confrères. Nous vous proposons ici le témoignage de la présidente de l'association des sages-femmes du Bénin, Laurence Montero. Un nom que j'appelle avec respect. C'est un baobab en matière de gynécologie obstétrique. C'est une icône qui vient de nous quitter. Je fais partie de la première promotion de sages-femmes entièrement formées en 3 ans au Bénin, qui a débuté en 1975 dès son retour au pays. Il nous a formés sur les 3 ans. Et c'est pourquoi, dès notre sortie, il nous a fait la surprise et en disant c'est une promotion d'élite. Si toutes les sages-femmes du professeur Ali Honou, première promotion, m'entendent, nous sommes une promotion d'élite. Vous savez, toute sage-femme, toute étudiante sage-femme qui entre à l'école des sages-femmes doit avoir un bouquin que nous appelons le Mère G, parce que celui qui l'a écrit s'appelait Mère G
Mais le professeur Aliho nous a fait la surprise en première année, nous les sages-femmes d'élite, de nous faire venir de la France le professeur Merger, que nous l'avions connu en ce moment. Pour moi, le professeur Aliho Ezeb, c'est un dur. Ça n'a pas été facile avec lui, mais c'est un travailleur. C'est un académicien. Il a reçu l'académie de plusieurs villes africaines, européennes, pourquoi pas mondiales. C'est quelqu'un qui aime bien faire son travail. Et il est derrière, il surveille. Et il n'y a pas femme d'autorité, femme de sinon. Dès que vous arrivez, vous sortez, on vous affecte à la clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique. Vous devez aller en salle d'accouchement. Vous devez aller prendre la garde parce que notre profession, la profession de sage-femme, c'est une profession pratique. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il nous a enseigné, tout ce qu'il a eu à nous faire faire. Vraiment, je présente toutes mes condoléances à ses enfants, à sa famille biologique, à nous tous professionnels de la santé. Mais je dis, c'est un homme qu'on ne peut pas oublier. Ce décès est aussi ressenti comme une grosse perte par l'ancienne ministre de la Santé, professeure Dorothée Akoko-Kinde-Gaza. Elle salue l'abnégation au travail, l'humilité et la générosité de l'homme. Esther Tofa et Franck Esaïe Aounou lui ont également tendu le micro. D'abord, c'est quelqu'un qui est disponible pour tout le monde, pour vous aider à résoudre vos problèmes personnels, puis vos problèmes sanitaires. Je retiens également sa générosité. Il est d'une générosité légendaire. Je retiens son humilité. Je voudrais rendre un témoignage vraiment sincère et honnête au professeur Ali Kounou, qui vous souvienne que j'ai été candidate au poste de directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Mais le professeur Ali Kounou, spontanément, s'est rapproché de moi. Elle a dit, il faut que je fasse partie du comité de rédaction de votre programme, Madame le ministre. Et spontanément, il a travaillé avec le comité que j'ai mis en place pour produire le document qui a servi à faire ma campagne. Donc, c'est vous dire comment un grand maître peut se ramener, s'abaisser à la dimension d'un de ses élèves. Et quand il vient au ministère de la Santé, bonjour cher maître, comment allez-vous? Non, ici, professeur Gaza, c'est toi le maître, parce que tu es mon ministre. Donc c'est dire le sens de l'humilité qu'il avait vraiment. Et pour le professeur Ali Kounou, aucune montagne n'était difficile à gravir. Il n'y a même pas de mots pour qualifier le professeur Ali Kounou pour ce qu'il a apporté à la nation béninoise, à l'Afrique et quelque part au monde entier. Parce que le professeur Ali Kounou est un infatigable. Il est partout. Il apporte son savoir-faire partout. Pour ce qui concerne le Bénin, je voudrais dire que le professeur Ali Kounou, feu le professeur Ali Kounou et feu le professeur Goudoté étaient les deux Béninois venus de Dakar pour créer la faculté des sciences de la santé où on forme les agents de santé, médecins, pharmaciens, assistants sociaux, kinésithérapeutes. Nous avons plusieurs écoles. Et le professeur Ali Kounou a été également doyen de cette faculté. Et c'est avec lui que nous avons vu livrer sur le marché béninois la première promotion de médecins en 1977. Pour nous jeunes étudiants en médecine, c'était l'enseignant qu'on craignait, qu'on regardait de très loin. Et on avait vraiment envie de gravir les échelons pour faire comme lui. Et voilà pour ce qui est des hommages. Environnement maintenant dans cette édition. UNICEF Bénin a organisé hier un atelier de validation
du rapport sur l'analyse du paysage climatique pour les enfants du Bénin. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance se penche sur leur éducation aux enjeux actuels du monde tels que les changements climatiques, toutes choses qui concourent à préparer ces enfants et adolescents au rôle futur qui est le leur dans la société. Asiongbon, Kanye Asiongbon pour les précisions. Comment préparer les enfants et les jeunes à réfléchir pour être partie intégrante des pistes de solutions pour sortir de la crise climatique? Une préoccupation de l'atelier organisé par l'UNICEF à l'intention des adolescents et des jeunes béninois. L'initiative porte sur les impacts négatifs des changements climatiques sur ces catégories de personnes ainsi que leurs familles est contenue dans un rapport. La crise climatique est une crise des droits de l'enfant. Chaque acteur de la société se doit d'agir pour lutter contre cette crise. Je sais pouvoir compter sur chacun de vous. L'UNICEF reste toujours disponible pour appuyer d'autres priorités du gouvernement, en plus de l'engagement des jeunes et des enfants dans la lutte climatique et la mobilisation de financement climat. Les effets des changements climatiques sur la vulnérabilité des enfants sont une réalité. Et selon la spécialiste santé à l'UNICEF Bénin, le pays est classé parmi les 20 plus vulnérables dans le monde. Le ministère du Cadre de vie salue les efforts de l'UNICEF. Le travail que l'UNICEF accomplit nous permet d'avoir des jeunes très engagés, formés et équipés pour assurer la relève. Actuellement, ils sont sur le terrain pour des actions post-COP. C'est pourquoi je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'UNICEF pour ses appuis, en particulier l'élaboration du rapport qui sera présenté à la validation au cours de cet atelier. Le document ne se contente pas de dresser seulement un rapport sombre de la situation actuelle. Il offre également une vision en identifiant les opportunités d'action qui se présentent. Il est prévu alors des stratégies d'éducation et de sensibilisation afin d'aider les enfants à comprendre les défis environnementaux auxquels ils sont confrontés et les comportements durables à adopter. On reste avec Asiongbon, Kanye Asiongbon qui nous dit que la réunion de coordination des partenaires techniques et financiers du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain s'est ouverte hier à Cotonou. Les réflexions de cette 42e rencontre du West African Power Pool vont travailler à une interconnexion des États sur les enjeux et défis énergétiques, ceci dans un contexte d'acuité des préoccupations liées à l'énergie dans la sous-région tout entière. Suivons le compte-rendu. Cotonou accueille la 42e réunion de coordination des partenaires techniques et financiers du West African Power Pool, une réunion du système d'éclairage d'énergie électrique ouest-africain pour discuter et élaborer des stratégies en vue d'objectifs communs. 13 pays de l'Afrique de l'Ouest partagent un réseau électrique pour une interconnexion fiable. Plusieurs objectifs stratégiques clés ont été identifiés. Ces objectifs représentent les domaines prioritaires où nous devons concentrer nos efforts et nos ressources pour maximiser notre impact et atteindre nos ambitions. Le WAP a besoin de la collaboration des partenaires techniques et financiers pour promouvoir les infrastructures et échanges énergétiques, a laissé entendre le président du conseil exécutif, Souley Ahmed Abdoulaziz. Il a ajouté qu'il s'agit aujourd'hui de montrer les projets, les défis, le parcours pour avancer vers la vision commune du WAP. Le commissaire en charge des infrastructures, énergie et digitalisation a mis l'accent sur une préoccupation, celle d'assurer un taux appréciable d'échange
des transactions frontalières d'énergie électrique. Une production suffisante couplée d'interconnexions sont des gages pour assurer une qualité de service, une disponibilité, un fort taux d'accès et avoir des tarifs compétitifs ou des tarifs tout simplement réduits. Sediko Douka va poursuivre pour inviter les partenaires techniques et financiers à continuer d'accorder leur confiance et apporter leur contribution. Toutes choses sans lesquelles le WAP ne peut poursuivre avec détermination sa marche vers ses ultimes objectifs. GJS Lab et la Société nationale de mécanisation agricole se donnent la main pour la révolution agricole en vue au Bénin. Les deux partenaires étaient aux côtés des producteurs à Gounan, dans la commune de Djidja, c'est dans le département du Zou. Sur un site de 5 hectares, ils se sont exercés à l'essouchage avec les palans acquis dans le cadre du projet Tracteur pour tous. Ibet Hélène Amoussou pour nous en dire plus. Tester et s'assurer du bon fonctionnement des équipements agricoles, notamment les palans reçus récemment de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama. L'exercice conduit par GJS Lab, structure d'accompagnement spécialisée dans l'agritech, s'est déroulé sur un terrain de 5 hectares à Gounan dans la commune de Djidja. L'instant d'une journée assistée par les organisateurs, de nombreux producteurs se sont appliqués à l'essouchage en vue de se familiariser au matériel. Permettre aux petits agriculteurs, ceux qui n'ont pas de très grosses surfaces, d'avoir leur équipement agricole. Ça peut être un tracteur, ça peut être d'autres équipements pour pouvoir travailler. Et quand on les a rencontrés, on s'est rendu compte que la première étape, c'est d'essoucher. L'essouchage a beaucoup d'avantages. Quand vous voulez labourer, par exemple, il faut que le tracteur puisse avancer sans avoir de problème. Quand vous voulez semer derrière, quand vous voulez pulvériser derrière, quand vous voulez utiliser n'importe quel outil, il faut mieux que votre terre soit vide de souches. Donc on a convenu avec eux de mettre en place ces souchages. En fait, on a acquis des palans. Et les palans qu'on a pris pour commencer, c'est des palans de 3 tonnes. Et on est venu aujourd'hui pour tester, vérifier, valider que ces palans-là marchent bien. En plus de permettre la vérification de l'état des équipements, l'activité vise aussi à rapprocher les sociétés partenaires entre elles, de même qu'avec les producteurs. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet Tracteur pour tous. L'initiative a conduit à la mécanisation de l'agriculture au Bénin en introduisant plus de 2000 tracteurs polyvalents et performants au profit de 50 000 exploitants agricoles d'ici 2030. Ce projet, qui est présentement dans sa phase opérationnelle, a commencé il y a peu et il se déroule dans les départements de Zou, Colline, Koufo et dans le Borgou. Depuis le lancement de ce projet en mars dernier, nous avons déjà abattu un travail considérable grâce aux 25 palans que nous avons reçus de la Sonama. Ces palans nous ont vraiment été utiles pour dessoucher des terres. Plus de 1000 hectares défrichés, mais 600 hectares sont déjà dessouchés. Mais également, nous avons comme vision de créer de l'emploi. Plus de 130 000 emplois, soit 30 000 directs et pourquoi pas 100 000 indirects. Exprimant sa satisfaction quant aux avancées enregistrées depuis le démarrage du projet, la chargée de communication de GJS Lab a aussi souligné quelques difficultés rencontrées. Elles ont trait à l'instabilité des palans et leur faible capacité. Cornélie Azon a également levé un coin de voile sur les perspectives. Ce 19h30 est à son terme. Merci de l'avoir suivi.